Bonjour à tous, voici la correction des exercices 22, 23, 24, pages 45-47 sur le chapitre 2 des méthodes physiques d'analyse. Alors, nous commençons par le numéro 22. Alors, on vous dit dans cet exercice qu'il faut déterminer dans un premier temps les formules semi-développées de tous les alcools avec 3 atomes de carbone. Donc ça, on avait vu qu'il y en avait 2. Il y a donc le propane 1-ol, c'est-à-dire que la fonction alcool, elle est sur un carbone en bout de chaîne. Et enfin, le propane 2-ol, où la fonction alcool, eh bien, se trouve sur le carbone central. On vous demande ensuite d'associer la classe à chacun des alcools, sachant qu'on vous explique ici comment on classe les alcools par rapport au carbone qui porte la fonction. Donc ici, dans ce premier exemple, vous avez la fonction alcool, c'est-à-dire le groupe hydroxyle qui est situé sur ce carbone-là. Et ce carbone-là n'est relié qu'à un seul autre carbone, il se trouve que c'est lui. Donc du coup, on est dans cette configuration-là et on a bien donc un alcool primaire. Pour le propane de Hall, on regarde où se trouve donc la fonction, elle est ici, et on regarde sur quel carbone il est fixé, donc c'est-à-dire celui-ci, qui lui-même est relié à 2 atomes de carbone qui sont ici et là, donc les 2 extrêmes ici. Donc du coup, on est dans cette configuration ici, et donc on a un alcool secondaire. Voilà, ça c'était pour les 2 premières questions. Troisième question, on vous demande de déterminer la formule semi-développée et la famille chimique des produits oxygénés obtenus lors de l'oxydation ménagée de l'alcool primaire et de l'alcool secondaire. Donc on va oxyder ces 2 alcools et on vous demande eh bien, quelle sera la formule semi-développée des molécules obtenues, sachant que le complément scientifique ici nous dit que le groupe hydroxyle est modifié et le produit d'oxydation va dépendre de la classe de l'alcool et que l'on peut avoir soit un aldéhyde, soit une cétone. Mais c'est donc ce groupe qui est modifié. Donc un aldéhyde ou une cétone, eh bien on a un groupe carboxyle, donc carbonyle pardon. Donc c'est double liaison O. Donc ça veut dire que ce carbone avec cet oxygène va faire une double liaison. S'il fait une double liaison, comme le carbone ne peut pas faire plus de 4 liaisons, eh bien il va faire partir un H. Du coup, on va obtenir avec l'oxydation de cet alcool, eh bien cette configuration-là, c'est-à-dire que ce carbone qui est ici, à la place de OH, va faire une double liaison O, mais du coup, il va faire partir un H pour n'en garder plus que un. Et ici, on reconnaît la fonction aldéhyde qui est toujours en bout de chaîne et il se trouve qu'il s'appelle le propanal. On n'écrit pas propane 1-al parce que de toute façon, comme la fonction aldéhyde est toujours en bout de chaîne, il est toujours le classé numéro 1. Donc ici, c'est le propanal. Alors pour le propane 2-ol à présent, lorsqu'il va s'oxyder, eh bien, on vous l'a expliqué ici, que ce groupe est modifié. On va obtenir un C double liaison O, comme pour une cétone, mais que pour que ce carbone fasse une double liaison, ça veut dire qu'il faut qu'il perde une liaison, et donc il va perdre avec ce H. Et du coup, on obtient ceci, avec l'acétone, que l'on retrouve ici, puisque ce carbone est lié à 2 autres carbones. Et elle s'appelle la propanone. La propanone. Voilà. Donc, en fait, du coup, tous les alcools primaires, quand ils vont s'oxyder de façon ménagée, ils vont s'oxyder en aldéhyde. Et les alcools secondaires, eux, seront oxydés en cétone. Enfin, on vous demande d'associer chacun des spectres du document B à l'aldéhyde ou à l'acétone en le justifiant. Donc j'ai reproduit ici les 2 spectres. Donc il faut savoir lequel c'est. Donc pour cela, on a besoin des bandes d'absorption qui sont sur le rabat 3 de votre livre. Donc je les ai remises ici. Et donc,
on a une aldéhyde et une cétone. Vous voyez que le CW liaison O, on a à peu près les mêmes bandes pour l'aldéhyde et pour l'acétone, et effectivement, on les retrouve, ces deux bandes-là, qui sont des bandes fortes et fines entre 1700 et 1740, on les retrouve là et là. Donc, cette bande-là, forte et fine, ne nous permet pas de distinguer l'acétone de l'aldéhyde. Par contre, qu'est-ce qu'a un aldéhyde en plus? Il a la liaison CH qui est directement liée au même carbone ici, hein, et ça se manifeste par deux bandes fines et moyennes autour de 2750-2900. Eh bien, on les retrouve ici et là. Donc, on peut en conclure que le spectre A est un aldéhyde et le spectre B est une cétone. Parce que ces deux bandes-là, on ne les retrouve pas dans ce spectre. Et enfin, dernière question. On vous demande ensuite, avec d'autres oxydants, l'aldéhyde, donc peut-être lui-même oxydé en acide carboxylique, et donc quelle sera la partie du spectre qui sera modifiée? Eh bien, pour un acide carboxylique, on s'aperçoit qu'à nouveau, on a CW liaison O qui se situe à peu près dans les mêmes nombres d'ondes, donc c'est pas tellement ça qui va changer. Par contre, on a une bande forte et large entre 2005 et 3002 cm-1, donc le spectre va être transformé pour avoir à peu près à ce niveau-là, eh bien, une bande forte et très large sur à peu près cette gamme de nombres d'ondes. Voilà, ça c'est pour l'exercice numéro 22. On va faire le numéro 23. Alors, on vous dit que sur l'étiquette d'une bouteille de sirop de menthe glaciale, on peut lire les indications suivantes. Donc, il y a du sirop de glucose, du fructose, de l'eau, de l'arôme de menthe et un colorant, le E133. On vous dit que l'arôme naturel de menthe contient entre autres deux molécules qui sont le menthol et la menthone. Donc, menthol, on voit la terminaison ol, on comprend que cette molécule est une fonction alcool, que effectivement on va retrouver ici. Et menthone, on voit la terminaison on, ça c'est une cétone. Une cétone, c'est un carbone qui a une double liaison O et qui est lui-même relié à deux autres carbones. Donc effectivement, on le retrouve et on la retrouve ici, cette fonction. Alors, nous avons ensuite deux spectres et on vous dit que l'on va doser le colorant du sirop de menthe. On a préparé 4 solutions étalons de concentration C. Attention, c'est écrit C, mais ce sont des concentrations en masse, hein, milligrammes par litre. Donc en colorant E131 qui ont été préparés. Les mesures des absorbants sont notées ici. Et dans les mêmes conditions, eh bien, on mesure l'absorbance d'un sirop de menthe glaciale qui a été dilué 5 fois et voici donc son absorbance. Alors tout d'abord, parmi les spectres du document précédent, identifiez en justifiant celui de la menthone ou celui du menthol. Bien, alors j'ai remis les deux spectres ici. Vous avez un alcool et une cétone, donc on va essayer de chercher ici ces différentes bandes. La bande forte et large pour l'alcool et la bande forte et fine pour la cétone sur ces nombres d'ondes-là. Donc, on y va. Tout d'abord, rappelez-vous, en dessous de 1500 cm-1, le spectre n'est pas exploitable, c'est ce qu'on appelle l'empreinte. Donc, je regarde maintenant cette première bande fine et forte que je retrouve ici, et je m'aperçois eh bien, que ça correspond à cette liaison cétone ici, CW liaison O, qui a une bande dont le nombre d'ondes est situé donc entre ces deux valeurs, donc que je retrouve ici. Et donc ça correspond à l'acétone, donc à la menthone qui est ici. Enfin, la menthone qui est ici.
Et puis pour l'alcool, pour le menthol, eh bien, je dois visualiser une bande forte et large autour de 3200-3400 cm-1. Donc c'est bien la fonction alcool que je retrouve ici. Donc du coup, le spectre A correspond à la menthone et le spectre B correspond au menthol. Alors, à présent, dans la deuxième question, on vous demandait de justifier la couleur du sirop de menthe glacial à partir de l'étude de son spectre d'absorption. Donc, voici son spectre d'absorption. On s'intéresse au maximum d'absorption et dans ce graphique, on visualise un maximum d'absorption vers à peu près 630 nanomètres. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller regarder sur le rabat 3 de votre livre le cercle chromatique que je vous mets ici. Et je me place à 630 nanomètres. Donc ici 600 nanomètres, là 700, donc 630 c'est à peu près ici. Ça correspond à une absorption dans les oranges. Mais attention, ce n'est pas la couleur de la solution puisque justement la solution absorbe ici. Donc on regarde diamétralement opposé la couleur, on est dans les bleus et donc effectivement, eh bien ça veut dire que la couleur de la solution est bleue puisque cela correspond ici à la couleur complémentaire du orange ici qui est absorbé autour de 630 nanomètres. Donc, voici comment il faut rédiger. D'après le cercle chromatique, cette couleur correspondante à 630 nanomètres est jaune orangé. Sa couleur complémentaire est le bleu, donc la solution est de couleur bleue. Alors, pour la troisième question, on vous demandait de déterminer la concentration en colorant E131 en exploitant la loi de Beer-Lambert. Donc là, en fait, il faut exploiter le graphique. Et vous savez que la loi de Beer-Lambert, elle nous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Que ce soit une concentration massique ou molaire, ça ne change pas le problème. Donc ici, il va falloir vérifier que il y a bien proportionnalité. Donc, soit vous faites un calcul en essayant de calculer le coefficient entre A et C, en faisant A sur C, pour trouver K, et vous voyez que c'est à peu près la même chose, soit vous le tracez, par exemple, ici, on va le tracer sur Régressi, en traçant la courbe d'étalonnage A en fonction de la concentration. Et donc, l'objectif est le suivant, je trace A en fonction de... Je l'ai appelé CM parce que c'est une concentration massique en fait. Je modélise par une... je regarde si les points semblent alignés, du coup je la modélise par une fonction linéaire, et puis du coup j'en déduis le coefficient, petit k, qui, d'après ici les unités, puisque A n'a pas d'unité et que CM est en milligrammes par litre, donc ici, quand je vais le tracer en grammes par litre, il suffit de faire la conversion, eh bien j'aurai K en litres par gramme. Donc je l'ai fait sur Régressi. Voici les points ici, les petites croix que j'ai obtenues. Et quand j'ai modélisé, eh bien je n'oublie pas donc de modéliser par une fonction linéaire et d'appuyer sur le petit bouton ajuster. Et donc voici ce que j'ai obtenu avec K qui vaut 34,8. Attention, je m'étais mise ici dans les unités du système, donc à savoir la concentration massique en grammes par litre et non pas milligrammes par litre. Et j'avais obtenu K égale 34,8, donc ça veut dire que K est égal à 34,8 litres par gramme. Je n'oublie pas de donner une unité à ma constante de proportionnalité, c'est-à-dire mon coefficient directeur, si vous voulez, c'est pareil. Voilà, donc, puisque j'ai effectivement modélisé et que je vois que les points sont correctement alignés, eh bien, je peux considérer que la loi de Beer-Lambert est applicable. Du coup, en quatrième question, on me demandait si un adolescent qui consommerait... Ah non, pardon, j'ai oublié. On me demande, pardon, de déterminer la concentration en colorant. Donc, c'est pas tout à fait encore la question 4, bon, c'est pas grave. Donc là,
je prends le résultat expérimental, à savoir que l'absorbance d'un sirop de menthe glacial dilué 5 fois est égale à 0,29. Je la reporte sur la courbe d'étalonnage en utilisant plutôt la concentration, c'est l'absorbance sur K, puisque maintenant que je connais K. Et attention, ici, K étant en litres par gramme, Cm est en grammes par litre. Hein. Donc voici ce que j'obtiens. Du coup, cette solution a été diluée, donc je vais regarder la concentration de la solution non diluée. Donc elle est 5 fois plus concentrée. Je vais l'appeler Cm, donc qui est égal à 5 fois la concentration de la solution diluée. Et je trouve 4,2 10 puissance moins 2 grammes par litre. Donc voilà, j'ai calculé ici la concentration en colorant E133 dans le sirop de menthe glaciale. Donc il est à la concentration de 4,2 10 puissance moins 2 grammes par litre. Bien, à présent, quatrième question. Donc la quatrième question, c'est pas ici, c'est après. Un adolescent qui consommerait en un jour 1 litre de ce sirop de menthe glaciale dépasserait-il la DJA du colorant E133? Alors pour cela, on vous expliquait que la DJA, donc qu'on appelle la dose journalière admissible, elle est de 6 mg par kilogramme de masse corporelle. Donc, tout d'abord, calculons la masse de colorant E133 que nous avons dans 1 litre de ce sirop de menthe. Alors ici, la masse, c'est égal à la concentration en masse multipliée par le volume, avec une concentration en masse en grammes par litre, donc un volume en litres. Donc je fais le calcul et je trouve que dans 1 litre de ce sirop de menthe, il y a 42 mg de E133. Donc en fait, quand l'ado va boire son litre de sirop, eh bien, il va consommer 42 mg de E133. Donc est-ce que ça présente un risque? Bon, eh bien, prenons par exemple un ado qui aurait une masse d'environ 60 kg. Peu importe, si vous voyez qu'on est proche du résultat, on peut éventuellement changer la masse. Et on va calculer pour 60 kg combien il peut consommer. Donc, puisque c'est maximum 6 mg par kg de masse corporelle, donc il va pouvoir consommer sans danger jusqu'à 6 fois 60, c'est-à-dire 360 mg, soit encore 0,36 g. Donc, il va pouvoir consommer 360 mg de E133 sans danger. Or, en buvant 1 litre de sirop, il en consomme 42. Donc, vous voyez qu'on est bien loin ici de la valeur maximum admissible. Donc, il n'y a aucun danger. Allez, on passe au dernier exercice, au numéro 24 sur le sol truffier. Alors, on vous donne le pourcentage massique en carbonate de calcium, de formule CaCO3, qui est donc solide, d'un sol truffier, qui doit être compris entre 20 et 60% pour que ce sol puisse donner des truffes. Alors, pour déterminer le pourcentage massique en carbonate de calcium d'un sol, eh bien, on utilise le dispositif expérimental SICONDE, c'est-à-dire que on prend un échantillon de sol à analyser, donc la terre avec le sol, on y rajoute de l'acide chlorhydrique et là, il se produit cette transformation. Alors, on vous dit que on introduit l'acide chlorhydrique en excès. Donc, dans l'acide chlorhydrique, ce sont les ions oxonium qui vont agir sur le CaCO3 pour donner donc des ions calcium aqueux, du gaz, dioxyde de carbone, et puis de l'eau à l'état liquide. Alors, dans l'éprouvette graduée, qui a été ici remplie au préalable d'eau, eh bien, on va récupérer ce gaz ici par déplacement d'eau, et on vous dit que à la fin, donc, on en récupère 72 millilitres à la pression de 1015 hectopascales à la température de 20 degrés. Donc toutes ces valeurs-là sont bien liées à ce gaz. Tout d'abord, première question, pourquoi l'acide chlorhydrique doit être totalement introduit en excès?
Eh bien, tout simplement parce que si l'acide chlorhydrique, donc ici H3O+, est introduit en excès, eh bien alors, puisqu'on a une réaction totale, tout le CaCO3 va être éliminé, c'est-à-dire qu'il va se transformer en CO2. Donc, l'intégralité va être transformée. Du coup, je vais pouvoir, avec les données du CO2, eh bien, remonter au réactif limitant qui sera donc forcément lui, et donc retrouver la masse de CaCO3 qu'il y avait dans ce sol. Parce que si c'est lui le réactif limitant, alors tout le CaCO3 ne sera pas transformé, et du coup la quantité de CO2 que je vais récupérer ne va pas pouvoir m'indiquer, eh bien, je ne vais pas pouvoir arriver à trouver une relation avec la quantité de matière initiale de CaCO3. Donc il faut absolument qu'il soit entièrement consommé pour pouvoir avoir une relation directe entre les deux, grâce à un tableau d'avancement par exemple. Alors, on y va. Donc l'acide chlorhydrique est introduit en excès pour que la totalité du carbonate de calcium soit consommée. C'est donc CaCO3, lui, qui est le réactif limitant, et donc on va pouvoir en déterminer la masse initialement présente dans l'échantillon grâce aux données ici de ce produit. Alors on y va. Et ce que l'on va faire, c'est tracer justement, faire le tableau d'avancement. Comme ça, ça vous fait un petit entraînement. Donc voici ce que l'on obtient. Alors, je n'ai rien écrit ici parce qu'on sait qu'il est en excès. Et puis l'eau, comme on est dans un milieu aqueux, est en large excès également. Donc voici ce que l'on a. Les coefficients de CaCO3, Ca2+, et CO2 sont tous égaux à 1. Mais ceux qui vont nous intéresser, c'est toute cette case-là, puisque les données ici me sont données par rapport à CO2. Et puis également cette case-là, puisque je cherche à connaître la masse initiale de CaCO3 dans cet échantillon de terre ici que l'on a prélevé. Donc ici, le raisonnement est le suivant. Donc les données ici de CO2 vont pouvoir, grâce à tout ça, on va pouvoir calculer la quantité finale de CO2. Donc on va pouvoir en déterminer Xmax. Et si on connaît Xmax, puisque CaCO3 est le réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin de la transformation, puisque la réaction est totale, eh bien cette valeur-là sera nulle. Or cette valeur-là, c'est la quantité initiale moins Xmax. Mais Xmax, je l'aurais déterminé ici. Donc j'en pourrais en déduire la quantité initiale de CaCO3. Et si je connais la quantité de matière, eh bien je peux en déduire la masse. Donc voilà, grâce donc à ces valeurs-là, puis bien sûr pression et température pour pouvoir utiliser les lois des gaz parfaits, je vais pouvoir donc calculer la quantité de matière finale de CO2. Donc ce volume à l'état final de CO2 va nous permettre de calculer NF de CO2, donc Xmax, et donc Ni de CaCO3, d'où la masse de CaCO3 initiale. Alors on y va. Donc tout d'abord, en considérant que le gaz émis CO2 est un gaz parfait, eh bien je vais pouvoir appliquer la relation des gaz parfaits. Attention, c'est la quantité de matière finale de CO2 qui est égale à la pression fois le volume de ce gaz divisé par RT. N'oubliez pas que le volume doit se mettre en mètres cubes, d'où ici le 10-6, que la pression est en pascal, donc ici le 10 puissance 2, puisqu'on nous donne la pression en hectopascal, et que la température doit être en Kelvin, d'où le plus 273, enfin vous pouvez faire 273,15, ça ne va pas changer grand-chose. Donc voici la quantité de matière finale de CO2 obtenue. Donc on connaît la valeur de Xmax, qui est égale à la même valeur, et donc on en déduit la quantité initiale de carbonate de calcium, puisque elle est égale à Xmax, c'est-à-dire à 3-10-3 mol toujours. Donc maintenant que je connais la quantité de matière de ce solide, j'en déduis sa masse, en écrivant que la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire. J'en déduis donc la masse et je trouve 0,30 g. Donc à présent, pour trouver le pourcentage massique,
Eh bien, je vous rappelle que le pourcentage massique, c'est la masse de l'espèce chimique sur la masse totale, le tout multiplié par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, la masse totale, on me la donne ici, c'est la masse totale de l'échantillon, et la masse de CaCO3, je l'ai ici. Donc, je vais pouvoir calculer le pourcentage massique en CaCO3, avec bien sûr les unités qui doivent être les mêmes. Donc ici, 0,30 sur 1,2, multiplié par 100, et on trouve 25%. Et bien ça, je vais le comparer donc à la composition qu'un sol truffier doit avoir. Je vois que je suis dans l'intervalle entre 20 et 60%. Donc le sol analysé sera favorable à la culture de la truffe.